Bon, alors aujourd'hui, on a une mission qui est vraiment particulière parce qu'on se trouve sur place. Alors, fermez les micros, s'il vous plaît, tout le monde, et comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez tout le monde? On entend. Ok, c'est bien. Voilà. Alors, aujourd'hui, on est une partie, on est à Trenheim avec Charles. Charles. Oui, Voilà. bonjour à tous et à toutes. Et puis, je souhaite vraiment la bienvenue à la Schule de Trenheim. Voilà. Alors voilà, toujours on présente des photos. On va présenter aussi aujourd'hui des photos de la synagogue. Mais la chance, on peut dire aujourd'hui que tu es sur place, tu es chez toi. C'est une synagogue très très particulière qui se trouve chez toi à la maison. Voilà, c'est presque comme une chapelle privée, on peut dire. Et, alors, je propose peut-être par rapport Buxwiller, par rapport Trenheim, par rapport le côté administratif. Oui, donc on peut revenir peut-être un peu aux origines. Donc, Trenheim, on est au 18e, début 18e maintenant, de la synagogue ici. À l'époque, Trenheim comptait 5-6 familles juives, pas plus. Et, et ils allaient à Westhofen à l'époque. Donc, Trenheim faisant partie du Rayon Lichtenberg, avec Là, début 18e, il y a maximum 3-4 familles. Hein. voilà. Donc, C'est 3-4 familles qui sont là depuis la fin de la guerre de 30 ans. et donc, les Trenheim, Balbronn, Westhofen, il y avait le bailliage de Rayon Lichtenberg. Donc, il y avait déjà un lien très fort entre les Trenheim étaient séparés. Il y avait Rayon Lichtenberg à la fois et d'autres, une lignée catholique. Et donc, la maison se situe. Alors, précision, Charles, il y avait les catholiques, c'était Flaxlanden, du village de Flaxlanden dans le Haut-Rhin, qui sont comme les Hanau-Lichtenberg, qui sont une lignée catholique, mais qui avaient besoin de beaucoup d'argent et qui avaient des communautés juives dans tout leur territoire. Donc c'est assez amusant, ces deux communautés, ces deux lignées qui avaient beaucoup, beaucoup de juifs chez eux. On en trouvera à Flaxlanden, ils sont très communs dans le Haut-Rhin. Ils étaient à Versailles, donc c'était des juifs de cour qui avaient besoin de beaucoup, des nobles qui avaient besoin de beaucoup d'argent pour paraître à Versailles. Donc, Voilà, donc le dénommé Isaac qui habitait la maison avec son père quelques pas plus loin. Donc, a priori, ce que j'ai comme document, ce Isaac, ce dénommé Isaac, il faisait aussi le commerce du sel. Donc, il a été nommé par Buxwiller. Donc, c'était un petit notable qui habitait la maison. Son père étant aveugle, il fait une demande en 1723, janvier 1723, Buxwiller, comme quoi il aimerait installer une choule au grenier, ayant de la place. Buxwiller répond très vite favorablement, comme quoi il n'y a aucun souci. Étant passé à la réforme luthérienne très tôt, il y a un pasteur, Georg Lamin, qui fait recours, qui envoie tout de suite aussi. Je mentionne tout de suite qu'on n'a que les courriers du pasteur. On n'a ni les courriers de Buxwiller, pour l'instant, ni aux archives trouvées, ni celles d'Isaac. Donc ça fausse un peu je pense, les enjeux. Et du coup, Buxwiller répond favorablement. Le pasteur fait un premier courrier, comme quoi tout de suite il attaque violemment Isaac en disant que c'est un menteur, comme quoi il n'aimerait pas installer uniquement cette synagogue pour son père, mais aussi il va ameuter toute la communauté juive alentour. Dans le premier courrier, en effet, apparemment, il aurait mentionné que pour son père. Et a priori, Buxwiller, ne connaissant pas les lois juives, le minyan, et donc, bon. En tout cas, le pasteur, il a vu là un problème, disons un problème pour lui, et il a vu la faille. Et donc, il traite le dénommé Isaac de sale menteur. Buxwiller répond en disant que les pasteurs n'étaient pas là pour insulter les gens et qu'il calme, et que c'est un problème administratif, c'est à eux de le régler. La querelle continue. La synagogue, elle est inaugurée à Purim 1723. Entre-temps, Buxwiller fait venir un charpentier d'Aubin moderne, Chiny, la fameuse lignée de Chiny de charpentier. Et donc,
Donc il vient de Trenheim, ce Chini, et il fait les mesures. Donc on a à peu près comment aurait pu être la synagogue en 1723. Donc on sait qu'il y avait 2 pièces. Actuellement, je me trouve dans la pièce réservée aux hommes. En face de moi, il y avait la pièce réservée aux femmes. Et le tout, à peu près, il y avait 40 mètres carrés. La première pièce, 25 mètres carrés, et la seconde, 15 mètres carrés. 15 mètres carrés habitables. Au sol, il y a à peu près 60 mètres carrés. On sait aussi qu'il y avait une forme de voûte et 2 pieds droits à 1,60 m avec 2 fenêtres de part et d'autre dans les rampants. Donc c'est à peu près le... Si je vous montre le... Je ne sais pas si vous voyez, si elle est visible. Donc ça, c'est la photo qui est exposée au musée de Buxwiller. Donc là, on peut voir à peu près la configuration de la synagogue. Donc la synagogue, elle est inaugurée en Purim, donc au printemps 1723, et elle est fermée par Buxwiller en août 1723. Comme quoi, effectivement, le juif, il n'a demandé que pour son père, et ce n'était pas uniquement pour son père. Donc il demande à Isaac de refaire une demande, et a priori, ils n'étaient pas défavorables, mais pour nous, le dossier s'arrête là. Donc, on a à peu près trouvé aux archives une dizaine de courriers. C'est très court, 17 janvier 1723, août 1723. Donc, de l'ouverture, après, on ne sait pas. Est-ce que ça a continué ou pas? La maison familiale nous appartient depuis 1844. J'ai pu faire des recherches jusqu'en 1800 à peu près. Et elle habitait, donc il y avait des non-juifs qui habitaient la maison. Quand est-ce que le juif il est parti, la famille juive, on n'en sait rien. Les origines de la maison remontent à 1582. C'est vraiment le corps typique traditionnel alsacien. Hein. Là, vous voyez le pignon, la cour fermée, jardin attenant. Voilà. Donc sur là, vous voyez la synagogue, face, côté sud, donc avec 2 grands textes de prière. Il y a à gauche, il y a la bénédiction des Kohanim. Tout à fait à droite, à votre droite. Hein, on ne voit pas trop bien, il y a les symboles de la fête de Sukkot. Au milieu, sinon au milieu, là, si vous voyez, là, c'est des rachetevot, hein, des têtes des mots, des acronymes. Ce qui est intéressant, ces acronymes, on les retrouve aussi en particulier à la Neuschule à Prague. Donc, à un moment, l'hypothèse était posée, est-ce qu'un jeune Baour serait venu à Trenheim? Est-ce que lui aurait vu des choses soit en Pologne, soit plus près de chez nous, en Allemagne, qui serait venu à Trenheim? C'est une hypothèse. Bon. Elle n'est pas forcément retenue par tout le monde, on n'en sait rien, mais en tout cas, si je vous montre une trace, là, ça c'est Horb am Main, si vous voyez, je ne sais pas si c'est visible. Là, vous voyez, c'est 1733. C'est une maison aussi qui a été grenier, un peu synagogue. Cette pièce-là fait à peu près la grandeur de la pièce dans laquelle je me trouve. On retrouve le texte qui annonce le mois nouveau, là aussi. Et là, c'est un couple, Elita Sussman, qui a beaucoup travaillé de 1720 à 1730. Est-ce qu'il y a eu des correspondances? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là-bas, qui sont venus à Trenheim? Ou est-ce que... Bon, on n'en sait rien. En tout cas, maintenant je remonte un peu je vais faire un raccourci là, dans les années 70, 1970, 75 à peu près. Mon oncle, là, qui habitait la maison, il faisait des études de théologie et lui, il a vu apparaître des traces là-bas, à la colle. Parce qu'il faut s'imaginer que les textes ont été recouverts de chaux. Donc ce texte-là, c'est mon oncle qui a commencé à le gratter. Mon oncle, après, il est parti.
Et 20 ans après, je croise Bernard Keller, professeur Bernard Keller, à la faculté de théologie. J'étais aussi en train de faire de la théologie. Et du coup, j'ai continué. Mon oncle me dit, mais essaye de gratter encore. Et donc, on a gratté, on a trouvé le Michel Sanissime et les racheté l'autre. Par contre, tout ce qui est la bénédiction des Kohanim et la fête de Sukkot et les fleurs qui sont de l'autre côté, qu'on ne voit, qui sont là, voilà. Ma mère, avec ses copines, me racontait, étant enfant, elle montait au grenier et des fleurs étaient visibles. Donc, apparemment, on n'a caché que les textes. Donc, une des hypothèses serait que le juif, en partant, ne pouvant pas emmener les textes, il y avait le tétragramme. Donc, il ne voulait pas que le texte soit profané, un peu comme une guénisa, un peu, je ne sais pas, c'est une hypothèse. Il aurait recouvert lui-même de chaux. Et à un moment, la chaux s'est effritée, ce qui a permis aussi de préserver, de conserver les textes. Et donc, à la colle, et après, on a découvert les restants. Donc tout ça, c'est un peu dans les années 85-86. En 98, elle fut classée, Catherine Trautmann, alors ministre de la Culture, en même temps que Balbron. Balbron pour d'autres raisons. Hein, elle devait partir, elle n'est pas partie. Bon, le classement a fixé, donc c'est pour d'autres raisons. Mais en tout cas, Trenheim fut classée en 98. C'est une des seules synagogues, je pense qu'il y en avait beaucoup d'autres dans la région, mais bon, parce que c'est vrai que ce qu'on connaît de synagogues rurales en Alsace, c'est essentiellement le 19e. Balbron, Trenheim, par exemple. Et donc, Trenheim a le mérite de préserver encore ce patrimoine aussi riche, et puis il y a des traces vivantes de même si la communauté a toujours été très petite. Voilà, on raccourcit un peu de l'historique, les documents qu'on a. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Est-ce qu'il y a encore les courriers de Buxwiller, d'Isaac? Ça permettrait aussi de nuancer peut-être certaines choses. Et donc, je lance un appel. Si un jeune historien veut faire une recherche, moi, je suis disponible à lui donner accès au lieu. Et puis, bon, après, voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que les trois communautés, donc Trenheim, Balbronn et donc Esthofen, fonctionnaient ensemble. Et Balbronn, Trenheim, c'est la plus petite des trois. Hein. Au moment où tu fais cette synagogue qui écrit, elle a 3-4 familles maximum. Mais Balbronn en a 80 à 16 familles. Et Esthofen est déjà passé au-delà de 20 familles. Donc c'est vraiment la toute petite parmi les trois, elle est au milieu des deux autres en distance. Et peut-être que ton pasteur avait peur qu'il y ait un afflux massif de juifs, comme il y en avait dans les deux autres synagogues. Donc Isaac m'a-t-on dit, allez normalement à Westhofen, et c'est pas très loin, c'est à 2 km, elle est normalement à Westhofen avant d'être aveugle pour suivre le fils. C'est ce qu'on racontait. Je crois que c'était dans la lettre. Hein. J'en suis pas sûr. Ce qui est intéressant dans le courrier, de voir un peu l'argumentaire du pasteur en disant que les Juifs n'avaient pas besoin de synagogue. Si Kostel, le père d'Isaac, allait à Westhofen, il a continué de prendre son âne et d'aller à Westhofen. Et il avait peur aussi que des chrétiens un peu faibles allaient se convertir au judaïsme. Donc, est-ce que, je me pose la question, Isaac, quand il fait la demande à Buxwiller, parce qu'on voit Buxwiller, vraiment, il n'y avait aucun souci. Pourquoi il ne fait la demande que pour son père? Il mentionne que pour son père. Est-ce qu'il y avait déjà un problème entre Isaac et le pasteur, Georg Lange? Il sentait le conflit latent, parce que vu de Buxwiller, il n'y avait aucun souci. Buxwiller ne mentionne nullement le côté religieux. Eux, ils restent au niveau administratif. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le dénommé Isaac Lange, est-ce qu'il était dans la dernière phase de Luther, quand Luther a écrit sur les Juifs, vraiment des choses antisémites? Là, le pasteur, il a fait venir à Trenheim les notables, donc les notables sont venus. Est-ce que le village, il faudrait voir, je n'ai pas trouvé les documents comme quoi, on sent vraiment que le pasteur aimerait qu'on un peu monter le village, les gens du village contre ce dénommé Isaac.
Donc, est-ce que c'était un épiphénomène? Est-ce que c'était, bon, on sait qu'il y a d'autres villages, il y a eu des problèmes, mais est-ce que c'était un problème de, voilà, donc il y a beaucoup de choses qui nous manquent encore pour affiner un peu. En tant que faisant le commerce du sel, est-ce qu'il était aimé de la population? C'est quand même une profession très exposée. Hein. Oui, mais on sait aussi que dans le livre de Marc-André Archer, sur sa thèse, les Juifs dans le canton de Lichtenberg, il montre bien aussi qu'il y a eu des pasteurs luthériens qui ont fait du zèle, donc qui étaient même allés au-delà de ce qu'on leur demandait à l'encontre des Juifs. Donc, est-ce que ces pasteurs étaient... Il faut savoir que Pierre Clarin était originaire de Bouxwiller, donc il connaissait bien aussi un peu les... Il connaissait... Il y a ça qui a Pfaffenhofen qui fait... Est-ce qu'il était connu là-bas? Donc, est-ce qu'il voulait se faire... bon, on ne sait pas, il y a des éléments qui nous manquent. Donc, il y a des choses... À la même époque, tu as Obensack, je crois que ça s'appelle comme ça, à Pfaffenhofen, qui n'arrête pas de foutre, de s'attaquer aux Juifs. Hein, à Pfaff. Oui. Donc, ça s'appelait Obensack, ce pasteur. Donc, depuis donc, dans les années 85-86, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bernard Keller. Donc après, bon, il y a une quantité de personnes, donc on a réussi le classement très vite finalement, la protection, puis le classement 98. Et puis, donc, depuis quelques années, je participe aux Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. On a souvent beaucoup de monde qui vient. Et puis, durant l'année, j'essaie d'ouvrir selon mon planning et puis aussi des demandes que, voilà, donc ces 3 dernières années, j'ai accueilli quand même à peu près 1000 personnes au grenier. Maintenant, il y a une partie du plancher qui est posée. Ça nous permet d'accueillir à peu près 15-20 personnes. J'espère que septembre prochain, si on a l'occasion, si le confinement, si les problèmes sont résolus, je pense qu'il y a 40 mètres carrés disponibles au sol. Donc, on peut accueillir quand même correctement 25 personnes. Légalement, je n'ai le droit d'accueillir que 19 personnes, vu qu'il n'y a pas d'issue de secours. Mais bon, mon travail actuellement, c'est de faire j'essaie de réfléchir comment de sensibiliser les écoles, les enfants, de montrer les ateliers. Donc, je suis en train de... Bon, mais matériellement, il faut d'abord poser un peu le plancher, sécuriser les lieux, et après de voir comment on peut aller au-delà. Et après, évidemment, il y a tout le projet de conservation, de préservation, parce qu'il y a quand même des enduits qui se fragilisent énormément. Plus on fait monter des gens en grenier, forcément, plus voilà, ça se fragilise. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont en cours, qui sont... Bon, c'est toujours un peu compliqué, les monuments historiques. Bon, après, voilà, il faut... Je suis un peu néophyte dans mon truc, je suis éducateur, je ne suis pas historien, je suis pas... donc, ce n'est pas mon métier, mais j'essaie vraiment que ce grenier, on en fait quelque chose d'un projet. Charles, une question. Est-ce que... Finalement, je ne suis jamais monté au-dessus du plancher du grenier, là. Au grenier, ta charpente, elle date de quand? C'est une que tu as refaite ou c'est une qui est plus ancienne? C'est une charpente qui a été refaite il y a 25 ans à peu près. Tu n'as pas d'image de l'ancienne? Non, non, non. Ce qui aurait été intéressant de voir. À Montpellier, à l'époque, le charpentier, normalement, c'était une charpente en chêne d'origine. Oui. Et c'était pas mes parents ont fait venir un charpentier qui était pas traditionnel. C'est un problème. Il y avait des coyots, c'est-à-dire juste les bouts qui étaient cassés, pourris. Et donc, le charpentier il nous a enlevé toute la charpente, c'était une bêtise, évidemment. Oui, parce que il devait certainement y avoir une partie d'ouverture pour Soukot. Hein. Il avait mis la synagogue, il mettait la souka à côté. Hein. Ouais. Et le mur là qui s'arrête, il continue au-dessus la séparation? Oui, oui. Hein? Oui, oui. Et tu as encore des traces de peinture au-dessus ou pas du tout? C'est le pignon nord, donc qui monte jusqu'à la fêtière. Et le pignon au milieu, la séparation au milieu où tu as les... Là, il y a là, on voit encore les mortaises, donc il y a une cloison qui a disparu. Hein. Mais au-dessus, sur le grenier du haut. Il n'y avait pas de cloison, là c'était clair. Hein. C'était vraiment, bon,
il n'y a que 2 mètres au niveau de la fêtière. Donc, Parce que si tu veux coller l'espèce de voûte, il faudrait qu'elle passe au-dessus du plancher, forcément. Hein. oui. Parce que là, vous voyez le plancher sur la photo. Donc, il faut imaginer le plancher qui n'existe plus. Il faut rajouter à peu près 80 cm au milieu. Là, cette cloison au milieu, cette cloison médiane n'existe plus parce qu'elle est beaucoup plus tardive. Donc là, vous voyez la cloison médiane qui est encore sur la photo là, qui est actuellement sur l'ordi. Elle n'est plus là parce que c'est une cloison beaucoup plus tardive, 19e, fin 19e même. Charpentier, donc on l'a enlevé. Et là, au niveau de la médiane, il faudrait rajouter à peu près 80 cm. J'ai fait une maquette. Et ça pouvait probablement être la synagogue des femmes est souvent sur le côté. Donc, c'était probablement la synagogue des femmes qui était de l'autre côté, là où il manque le torchis. Donc, il y a les entailles qui sont visibles, mais après, bon, il faudrait faire une expertise beaucoup plus poussée pour voir qu'est-ce qui. Après, c'est vrai qu'il y a, quand on regarde cette photo de Hort à Main, là, on voit bien, c'est aussi, si c'est visible, on voit bien la voûte. C'est un peu le. Et on sait qu'à Trenheim aussi, toutes les poutres étaient peintes. Donc, c'était vraiment, on peut imaginer le plafond aussi peint. Donc, c'était vraiment très, très baroque, un style très, très particulier. Par exemple, là aussi, il y a des textes qui ont disparu. Là-bas, sous le texte, sous ce texte-là, le texte s'arrête là et il y a les 2 premières lettres Ab, Père. Hein. Et là, on peut imaginer qu'il y avait le prochain texte jusqu'à cette hauteur-là, parce que là, il y a une ligne qui va jusque-là. Ces deux parties-là, c'est moi qui les ai mises parce qu'à un moment, il y avait des surpoutres qui ont été rajoutées parce que les planchers s'affaissaient. Donc, c'est aussi des surpoutres qui ont été rajoutées au 19e siècle. Donc là, il y avait des trous béants. Donc, je les ai fermés avec du torchis. Mais bon, là, il n'y avait rien. Mais sûrement qu'il y avait aussi, bon, si mes arrière-grands-parents l'ont enlevé, c'est parce qu'il n'y avait rien de visible. C'était recouvert de chaux. Après, bon, c'est. On peut aussi imaginer que l'escalier était de l'autre côté, dans mon souvenir. Hein. L'escalier, quand j'étais à l'origine, disons pas à l'origine, il montait là. Mais on pense que l'escalier était dans l'autre pièce. J'ai trouvé une trémie qui pourrait être vraiment le premier escalier. Mais il faut savoir que le grenier a été uniquement mis en place parce qu'il y avait de la place, donc la maison existait bien avant. Donc, c'est vraiment un espace qui a été emménagé bien longtemps après pour. Alors, la maison, il date de quelle année à peu près? Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Si vous avez des questions, Charles? c'est un peu bizarre parce que bon, ne voyant pas les personnes, c'est toujours un peu, pour moi, c'est quelque chose de nouveau et puis Voilà. Voilà. Alors, si vous Merci. avez des questions. Charles, et tu as dit déjà, mais la maison, il date de quelle année? De 1582. Donc ça, c'est une trace qu'on a vue qui figure cela en bas au niveau de rez-de-chaussée, la porte d'entrée de la caravane. D'accord. Et les familles juives de Trenheim, les familles juives de Trenheim étaient enterrées à Westhofen, sûrement? Oui. Mais on n'a trouvé aucune trace. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Mais les recherches ont dit qu'il y a de fortes chances que ces stèles ont disparu. Parce qu'à Romansviller, donc, a priori, c'est Westhofen, mais bon, on n'a rien trouvé de. Donc, on ne sait pas quand est-ce que cette famille est partie, on ne sait pas les origines. Donc, il faudrait peut-être voir avec j'étais aux archives pour voir s'il y a des listings par rapport au commerce du sel. Peut-être que là, je peux trouver des pistes de recherche par ce biais-là. Mais bon, c'est pas sûr. Et à Trenheim, souvent dans les maisons juives, on avait la trace des mezuzot, comme à Eigenwiller, j'ai vu ça.
l'entrée des maisons. Est-ce qu'il y a encore ça, Fenheim? Parfois, non. Non, non. J'ai fait vraiment des recherches, il n'y a aucune entaille. Peut-être qu'il y en a une qui était présente, mais qui a disparu. En tout cas, dans l'entrée principale, il n'y en a pas. Bon. Sur les différentes montants, il n'y en a aucune. Est-ce qu'il y en avait une quelque part qui a disparu, qui a été... Mais il n'y en a aucune trace de Médusa, donc. Alors, on a une petite question de Jérémy Fimbel. Et en temps normal, quel moment on peut visiter la synagogue? Je veux dire, j'ai un planning, il faut me téléphoner. D'accord. C'est-à-dire que vous avez mon mail ou vous m'envoyez un message parce que j'ai un planning pas fixe, je n'ai pas de congé hebdo fixe, je travaille dans un hôpital, donc en plus actuellement c'est un peu compliqué, vous pensez bien. Mais je peux être disponible en semaine ou comme je travaille un week-end sur deux, donc il faut me téléphoner puis on peut fixer un rendez-vous. Sinon, a priori, je vais ouvrir le premier week-end en septembre, Ouais. si les choses sont possibles. Mais bon, ça reste au conditionnel encore. D'accord. Et en général, comme tu fais les journées de patrimoine juif, et tu fais aussi une exposition d'événements, bah non, chez toi dans la cour. Oui, donc là, je lance un peu un appel. Donc, j'aimerais bien, comme il y a la symbolique de la fête de Sukkot au grenier, j'aimerais bien que ça devienne un peu l'emblème, un peu le. Et du coup, si effectivement on peut faire, si on peut organiser les JECP en septembre, faire en même temps dans la cour une expo sur les Sukkot. Les traces, est-ce qu'il y a des traces, est-ce qu'il y a des photos? Donc, j'aimerais, bon, l'idée n'est pas encore, mais en tout cas, autour le thème, ce serait la souka, hein, la cabane, et puis aussi toute la symbolique autour de la fête de Sukkot. Donc, comment est-ce que, donc, je lance un appel s'il y a des expos disponibles, s'il y a des traces, si vous avez des documents, je suis preneur pour la journée. S'il vous plaît, il n'y a pas de traces de bain rituel, de mikvé? Non. Rien. Il y avait un mikvé qui a disparu durant la dernière guerre. Sûrement qu'il y avait des mikvés dans. Enfin, il y en avait un, donc forcément, mais qui a disparu durant la dernière guerre. À Trenheim, c'est possible. Hein. Dans toutes les cours, chez moi aussi, il y a une source. Donc, dans n'importe quelle ferme, il y avait une source. Donc, on aurait pu installer un mikvé, mais je n'ai trouvé aucune trace. Après, bon, c'est vrai que les corps de ferme, il y a eu beaucoup de transformations. Donc, ça, mais on n'a pas trouvé de traces de mikvé. C'est-à-dire que dans le souvenir, la maison ici, elle a un surnom, les Hans Peters, hein, les Jean-Pierre. Et les Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui est né, c'est vraiment un ancêtre qui est né en 1773. Personne à Trenheim connaît évidemment ces Hans Peters, mais le nom, il a perduré. Mais n'empêche qu'il n'y a rien dans la mémoire collective. Il y a eu un souvenir jusqu'au jour où on a découvert les traces. Mais à Trenheim, on savait qu'il y avait une petite synagogue, rue de la Monnaie, que Jacques Schwartz, le professeur qui a connu encore un peu cette synagogue. C'était un petit bâtiment qui n'existe plus maintenant. Il n'y a aucune trace. Mais dans la mémoire collective, il n'y a aucun souvenir de conflit. Ou des fois, il y a des choses comme ça même. Mais bon. J'avais une amie que j'ai croisée qui a faisait avec professeur Freddy Raphaël, Myriam Chabi, qui avait fait un mémoire sur la redécouverte de la synagogue à Trenheim. Donc, elle a fait une enquête sociologique où elle a fait une enquête à la fois qualitative et quantitative. Et donc, c'était intéressant. Mais évidemment, il y avait beaucoup je sentais un peu de l'autocensure, quand on parlait de conflits, les vieilles personnes, c'était plus ça, forcément on pense au conflit de 39-45, alors que le conflit entre... Donc je pense qu'on était encore trop dans la mémoire, pas dans un travail d'histoire vraiment. Les conclusions du travail de Myriam Chabi se trouvent sur le site internet, en l'occurrence.
Et on disait de la communauté de Trenheim, c'était la communauté des Juifs pauvres par rapport à celle de Westhofen qui était plus nantie relativement. Et ce que je voulais encore préciser, c'est j'ai ici une enveloppe que m'a transmise Bernard Keller avec tous les documents et photos qu'il avait faites et repérages qu'il avait fait à l'époque concernant justement cette synagogue de Trenheim. Oui. Bon, moi, j'ai eu l'occasion de croiser encore Bernard Keller quelques mois avant son décès. Il m'a transmis tous les documents. Donc, il m'avait transmis tous les documents qu'il avait de la grande synagogue. Ouais, voilà. Oui. Alors, je voulais dire juste par rapport à la chance, on peut dire, que tu as avoir une synagogue comme ça à la maison, c'est incroyable. Et une autre chose, c'est par rapport aux Balbronn, Westhofen et Trenheim. Voilà, c'est vraiment un endroit qui est plein de richesses entre les différentes synagogues. Et c'est vraiment un endroit il faut visiter, il faut connaître. Oui, oui. C'est-à-dire que au septembre prochain, donc pour les journées, normalement, on a prévu de faire une marche de synagogue, c'est-à-dire Balbronn, Trenheim, Westhofen, ce qu'on avait fait déjà l'an dernier. Et c'est intéressant à la fois de faire découvrir, même aux locaux, souvent qui ignorent un peu leur patrimoine, le patrimoine juif, qui est vraiment très remarquable dans les environs ici et qui est vraiment méconnu encore. Et donc, c'est vraiment, je suis toujours surpris de recevoir des coups de fil, soit de New York, soit de la Belgique, de très loin, mais très peu Donc, ça, c'est un peu, voilà. Et c'est vrai que suite aux profanations de Westhofen et autres, donc, nous aussi, il y avait un projet, donc il faut le reformuler peut-être, mais vraiment faire un travail là-dessus, comment, c'est pour ça, moi, faire venir des jeunes, des enfants, et moins jeunes aussi, évidemment, de leur faire montrer ce patrimoine commun. Le classement était important pour moi, pour montrer vraiment que c'est un bien commun. Et maintenant, de pouvoir le faire partager, de ne pas le garder. C'est vrai que c'est un espace privé, mais en même temps, en tant que monument historique, c'est aussi un bien commun. Et donc, d'articuler tout ça, c'est vrai que c'est pas un musée dans le sens, bon, il y a des jours d'entrée où je peux pas dire maintenant, j'ouvre de lundi à vendredi, les heures de bureau. C'est différent, mais n'empêche que les rencontres qui sont là sont aussi extraordinaires parce que c'est souvent des moments de conversation profonde et du coup, il y a des lieux d'échange, ce qui n'est pas forcément le jour des JECP quand on accueille 50, 60, 80 personnes. N'empêche que quand on accueille parfois 2, 3 personnes, 2, 3 heures, c'est vraiment intéressant de voir. Charles, je voulais parler de l'aspect un peu plus délicat, et c'est l'état des murs. Parce qu'on voit qu'il y a des problèmes, il y a des risques. Est-ce que tu vois la différence pendant des années? Est-ce que ça change? Juste, je n'ai pas compris la question. Yoav, tu peux répéter la question? Je ne l'ai pas entendu. Par rapport à l'état des murs, parce Oui. qu'on voit des risques Oui. J'ai fait des photos donc, qui datent de la période avec Bernard Keller, donc dans les années 80, 90. C'est vrai que si le texte à la colle, là, à ce niveau-là, il y a une boursouflure. Il y a vraiment une fragilité. Il y a d'autres textes aussi qui sont, là, vous voyez, il y a des... Bon. C'est vrai qu'il y a des problèmes, forcément. Et on n'est pas à l'abri, une personne qui monte, qui veut, sans faire du mal, mais qui touche un texte, bon, j'essaie d'être prudent, mais on n'est pas à l'abri de... Plus on est nombreux là-haut, forcément, on prend des risques, les gens se frottent, et puis c'est quand même... voilà, bon. C'est vrai qu'il y a un problème.
Charles, je vais te poser une question. Est-ce que tu as une aide des monuments historiques? Est-ce qu'ils viennent régulièrement te conseiller sur la conservation, etc. Parce qu'à un moment, c'est le boulot d'un DRAC, mais on peut aussi peut-être faire jouer l'inventaire. Hein. On a quand même... Est-ce que tu as régulièrement des gens de l'inventaire ou d'un DRAC qui viennent t'aider pour te proposer des solutions de conservation ou pas? Non, pas pour l'instant. Pas tout seul. La dernière visite de la DRAC, elle doit remonter 13 ans à peu près. Bon, écoute, je vais... Mais la DRAC était chez toi. On était ensemble. Oui, Il oui, y a, oui, il y a quand même 2 ans. oui. Mais bon, là, c'était plus parce qu'il y avait, bon, pour la façade, bon, parce que la photo que tu as montré, Yoav, sur le pignon, depuis, il y a eu la restauration de la façade. Bon, là aussi, c'était un peu compliqué tout ça. Et donc, ils sont venus essentiellement aussi pour ça, mais bon. Tu n'as D'accord. pas eu de conservateur de fresques depuis 13 ans. Oui, à l'époque, déjà, quand j'ai eu le classement, donc en 98, on m'avait dit tout de suite dans la foulée qu'il y aurait un prélèvement qui sera fait pour au moins pour stabiliser. Bon, mais pour l'instant, bon, après, peut-être, ce n'est pas pour lancer les pierres ici ou là, mais bon, c'est vrai que peut-être que Mais non, mais je crois qu'il faut que... je crois que c'est ton boulot, et le mien aussi d'ailleurs, de peut-être activer dans leur rappel, je pense qu'ils le feront. Hein. Bon, ils ont beaucoup de boulot, mais... oui, sûrement. Ben, écoute, Yoav, il faut qu'on regarde ça. Hein. De près. Il y avait déjà, on a visité avec les... On a des relations avec, hein. On a des relations avec, toi t'en as, moi j'en ai, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire On quelque va chose. reprendre le contact. Ouais. Hein? Et Charles, on va essayer de s'en occuper. C'est vrai qu'il serait important de faire un état des lieux et de voir, de prioriser un peu ce qu'il faut pour sécuriser. Parce que bon, c'est pour ça aussi, bon, nous on a posé un plancher qui n'est pas forcément dans les. On pense qu'on respecte, on n'a pas essayé de faire de dégâts. De toute façon, il est réversible, c'est ce qu'on a posé, mais il fallait à un moment poser le plancher. À l'époque, il y avait juste quelques planches qui étaient posées à la va-vite. Et là, il y avait vraiment danger pour le public. Donc, Mais Charles, je crois que tu as bien fait, mais quelque part, c'est pas normal, mais ça on le voit partout. Et ils ont des gens qui sont bien à DRAC. Tu as en particulier Pezzoli, qui est la Marie Pezzoli, qui s'intéresse beaucoup au patrimoine juif, dont on a appris la semaine dernière, donc qu'elle avait quitté Marmoutier ou hier, qu'elle a quitté Marmoutier pour rejoindre la DRAC et sa famille, puisque je crois que sa tante y est. Peut-être que des gens comme ça peuvent nous aider. Hein. Ils peuvent envoyer une mission, il y a des sous. On a eu quand même de très très bons restaurateurs de monuments historiques pour l'affaire des patrimoines inespérés des Guénisottes. J'étais absolument admiratif de ce qu'ils ont fait. Ce genre de personnes, si elles viennent chez toi, on aura du boulot à faire. Hein. Oui, je pense qu'il y a matière à faire des choses. Bon, après, c'est. Écoute, il faut voir, peut-être aussi avec ton président de la HVE, des gens comme ça. Il faut faire venir des gens. Là, on doit trouver, même Laetitia peut peut-être nous aider là-dessus. Elle est dans le même milieu. Hein. Oui. on va reprendre les relais par rapport à ça. Mais quand on était avec la DRAC, en fait, les premières choses à faire, c'est les dossiers d'architecte de patrimoine. Voilà, qu'il fasse en fait un dossier sur les lieux et quel type de travaux il faut faire. Et par rapport à ça, on peut avancer avec la DRAC. Ça, c'est toujours la première chose à faire. Il ne faut pas qu'on le fasse nous, parce que le bâtiment n'appartenant pas au consistoire, et vu les frais qu'on a, il faut que ça soit fait au titre de la DRAC et pas à notre titre à nous, quoi, en tant que consistoire. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Moi, j'avais une question. J'ai attendu que tu vas demander. Oui. Oui. Je voulais savoir s'il existait un plan ou une maquette qui permet de situer ce qui est visible aujourd'hui dans l'ensemble tel qu'on peut l'imaginer avec les connaissances que l'on a ou par comparaison avec d'autres synagogues greniers. Est-ce qu'on a, je pense justement à votre idée d'accueillir les scolaires. Je crois que c'est important pour les scolaires de pouvoir montrer ça dans
dans le contexte d'une synagogue complète, bien sûr, reconstituée. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Des plans, j'en ai, oui, disons des plans et, et une maquette aussi, oui, effectivement. Ça, c'est possible. Là, il n'y a pas de souci. Il y a des plans. Mais bon, après, c'est vrai que je ne connais pas d'autres synagogues de ce genre-là En France, c'est unique. Hein. Après, tu as effectivement Orbe en Allemagne, tu en as l'une ou l'autre en Allemagne. Tu en as une qui a été ramenée, c'était une qui a été ramenée en Israël, je ne sais plus où elle est, qui vient d'Allemagne. Sinon, il faut aller en Pologne, je ne pense plus qu'il y en ait beaucoup. Je crois qu'il y en a encore l'une ou l'autre. Les synagogues peintes, je crois qu'il faut aller jusqu'en Roumanie pour retrouver encore. Non, en Pologne, il doit rester l'une ou l'autre, mais pas beaucoup. Et en Roumanie, je pense qu'il y a 3 ou 4 qui restent. Oui, mais là, puis après, tu en as un peu en Europe de l'Est. Ouais. C'est très peu. Et on peut supposer qu'il y en avait beaucoup. Hein. Oui, oui. Oui. Deuxième question. La deuxième synagogue grenier de Trenheim, là, celle qui a été construite plus tard, elle existe toujours ou elle n'existe plus finalement? Celle du 19 principale. La deuxième? Celle qui était rue principale. La rue principale, ben, il y en a une dans une maison privée aussi, mais il n'y a plus aucune trace. Et la troisième, donc du 19e, c'était un petit bâtiment qui est tombé en ruine et puis bon, qui n'existe plus. Et il n'y a aucune trace, aucune photo, on n'a rien trouvé. Et sur la deuxième, j'avais entendu dire qu'on voyait encore très nettement la voûte, quoi, le lambrissage. Disons, il y a des traces. Je l'ai visité à l'époque avec Bernard Keller. Effectivement, dans les poutres, on voit des entailles. Mais d'après les propriétaires actuels, et à l'époque, c'était l'ancienne maison du maître d'école. Et donc, on s'est renseigné, il n'y avait aucune... bon, peut-être que aussi c'était sous chaud. Donc, peut-être que la personne a enlevé le torchis avec les traces et donc avec la peinture. Et on n'en sait rien. Mais en tout cas, d'après le propriétaire actuel, qui habite quand même depuis 50 ans maintenant, il n'y avait aucune trace de peinture, d'écriture. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien. Comme à Trenheim, si la peinture, si les écritures ont été recouvertes de chaux, ça a pu disparaître comme ça aussi. C'est en général ce qui a sauvé, par exemple, toutes les églises protestantes d'Alsace. On a toutes les fresques. Je pense à Weiterswiller, je pense à au-dessus de Célestat, je ne me rappelle plus le nom. Il y a toutes les fresques qui sont restées dans les églises protestantes, parce que la première chose qu'on a fait après la Réforme, c'était de recouvrir les fresques avec de la chaux, parce que ça ne se faisait pas dans une église. Et on les a retrouvées au début du XXe siècle. Hein. Et c'est vrai que la chaux, c'est vraiment un matériau qui ne dégrade pas cette peinture naturelle. C'est vraiment une fine pellicule qui se pose par-dessus une fois sèche. Et du coup, on peut l'enlever sans problème, sans dégrader ce qu'il y a en dessous. Et donc, c'était vraiment ce qui a préservé, conservé. Et je pense que si ce bâtiment était connu durant la dernière guerre, c'est pas forcément. Peut-être que voilà, cette maison n'existerait plus. Donc, elle n'était ni cachée. C'était pas un lieu. Parfois, on parle de grenier synagogue caché. Je pense qu'elle était discrète. Elle était voilà. Il n'y avait pas de signe extérieur. Mais bon. On a retrouvé un bâtiment peint il n'y a pas longtemps à Pest. Budapest, partie Pest, qui était médiéval et qui était aussi peint en fresque et qui était sous la chaux, hein, avec des inscriptions juives. C'est assez récent. Donc ça se trouve. La maison extérieure n'a pas changé, non? Depuis. Non. Il faudrait voir, à Balbronn, apparemment, pas loin de la synagogue actuelle, il y avait aussi une maison. Donc, il y aurait eu aussi un lieu. Mais bon, apparemment, il y a l'escalier, il y a des choses, mais a priori, il n'y avait pas d'autres traces. Tu m'emmènes un jour le voir? Charles, tu m'emmènes un jour le voir? Oui. Allez, on se fait ça. On a croisé une personne quand on était au JSCP à Célestat avec Yoav. Donc, la personne qui connaissait les propriétaires, ils ont dit, a priori, elle pourrait faire le lien. Oui. Bah, écoute, tu me dis ce que tu dis, moi j'essaie de me libérer. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Parce qu'à Westhofen aussi, en face de la synagogue, il y a une maison qui aurait pu être ce premier lieu qu'on a visité encore. La synagogue du 17e, hein,
Tu l'as visité, moi, vous m'avez pas prévenu, hein, toi et Pierre. C'est pas sympa. Oui. Mais si vous y retournez, vous me le dites. Hein. Maintenant, elle est vendue, donc il faut voir ça avec les propriétaires parce elle était longtemps en vente. Et puis, donc, mais là, il y avait des traces, il y avait les portes avec des entailles, et vraiment très. Si elle est vendue, on pourrait peut-être demander au nouveau propriétaire si on peut venir avec l'inventaire du patrimoine pour au moins faire une étude. Oui, il faut voir. Avec Rimbaud. Et a priori, les Juifs de Trenheim, ils seraient allés là, dans cette maison-là. Mais bon, ça aussi, il faudrait. Bah oui, c'était. Il n'y a pas de recherches qui n'ont. J'aimerais bien l'avoir aussi. Mais là, maintenant, je sais que les gens ne voulaient pas qu'on la visite parce qu'ils avaient peur que ça se sache, qu'ils n'arrivent pas à la vendre après. Maintenant, Oui. le nouveau propriétaire serait content de nous aider. C'est souvent comme ça. Donc, je pense qu'il faudrait assez vite que vous vous rapprochiez, que tu vois avec Pierre, que vous vous rapprochiez et qu'on puisse faire une visite assez poussée de ce truc-là. Bernard Classe, il nous avait dit qu'il va essayer de voir avec le nouveau propriétaire s'il y a moyen d'avoir une visite, au moins de les prévenir qu'ils ne dégradent pas ce qu'il y a encore. Bah, écoute, vous ne m'oubliez pas. Je voudrais ajouter quelque chose. Oui. Au moment où on a effectivement sauvé Westhofen, effectivement, le propriétaire de cette maison de l'Angle m'a montré à la cave un pilier avec des pieds. Et tout le monde savait que c'était l'endroit où il y avait la synagogue. D'accord. Donc, je sais qu'elle a été mise en vente il y a quelques années. Donc, le nouveau propriétaire, il faut vraiment aller voir la cave parce qu'il y a des choses qui sont visibles. Mais la cave, nous, on a visité la cave, c'était un espace vraiment remarquable. Bon, au niveau du plafond, il y a des choses qui ont été cassées parce que l'ancien propriétaire, ils ont fait des tuyaux. Il y a faut qu'on y aille. Et donc, au pilier, il y a effectivement des pieds. Ça, c'est très net. D'accord. Et il y a un four à matzah qui est encore en état. Et c'est vraiment remarquable. Il fait plusieurs mètres de long. Maintenant, on peut espérer qu'il n'est pas déjà démoli parce que c'est vraiment dans une pièce principale. Donc, si les nouveaux propriétaires ne voient pas l'intérêt, mais bon, il y avait une quantité de choses dans cette maison vraiment très intéressantes. Mais après, elle n'est ni protégée, ni encore moins classée. Donc, les nouveaux propriétaires, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais il serait temps d'aller voir. Parce que vu qu'elle a été revendue il y a seulement 2 ans, donc il se peut qu'on peut encore conserver quelque chose. Oui. Parce que moi, ce que j'ai visité, c'était en 97, donc depuis le temps. Nous, on l'a visité il y a 2 ans. Donc, il y avait encore beaucoup de choses. D'accord. Alors, dernière question, si vous avez. Michel, tu veux ajouter quelque chose par rapport au Trenheim? Non, j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure. Juste noter que le rabbin Isaïe Schwartz, le grand rabbin de France Isaïe Schwartz, était originaire de Trenheim. Il est enterré à Westhofen. Et ça, c'est aussi un élément. Et comme on disait, la communauté de Trenheim était la communauté des Juifs pauvres par rapport à celle de Westhofen, qui était celle des plus nantis. Et celui-là de Balbronn? Balbronn, c'était plus... C'était moyenne. À Balbronn, comparativement, ils ont une grande synagogue, alors qu'à Trenheim, il n'y a jamais eu de grand bâtiment de synagogue en soi. C'est vrai qu'à Trenheim, c'était essentiellement des colporteurs, Exactement. Des journaliers. Et c'était vraiment il n'y a plus aucune trace d'une maison qui existe encore avec des entailles. Donc, je pense que tout ça, ça a disparu. Je fais un peu le tour des maisons. Parce comme à Westhofen, il y en a encore beaucoup de maisons avec les traces. Mais essentiellement, c'était des journaliers. Bon, après, il y a le Isaac Schwartz qui est décédé en 1952, je crois, si ma mémoire est. Isaac Schwartz, oui. De croiser son fils Jacques Schwartz et Laurent Schwartz. Donc, j'ai un peu j'ai eu pas mal de visites de la famille Schwartz. Est-ce qu'à Trenheim, les bâtiments, la synagogue est connue? Tout le monde sait qu'il y avait une synagogue là-bas? Ici? Oui, aujourd'hui. À Trenheim? Là, la maison, ici, là, vous parlez? Oui.
Oui, oui. Ben, je suis en contact avec la mairie, mais sinon, j'ai fait déjà une porte ouverte spécifiquement pour les gens du village de Trenheim. D'accord. De toute façon, étant donné que la maison elle est classée, même si on ne veut pas le savoir, dès qu'on fait des travaux à Trenheim, on est au courant. C'est le seul bâtiment qui est classé. Donc, j'ai tous mes voisins, là, les maisons qui étaient à droite et à gauche qui ont été vendues. Donc, mes voisins, ils ne me connaissent pas, mais ils savent que la maison elle est classée. Bon, des fois, ça crée un peu voilà. C'est toujours simple quand on est en privé, et puis quand on est le seul bâtiment classé, parce que bon, dans le périmètre, forcément, tout le village, vu Ah oui. la grandeur du village, pratiquement tout le village est concerné. Donc, mais c'est pour ça que je fais régulièrement aussi des portes ouvertes pour le village pour expliquer. Mais bon, après, c'est. La mise à jour en fait de la synagogue de Trenheim, d'où vous êtes actuellement, et s'est fait aux alentours des années 90, n'est-ce pas? Oui. C'est aux alentours des années 90 que ça a été redécouvert en quelque sorte. Bernard Keller, 87, donc c'est là ça a vraiment démarré. Mon oncle, il avait commencé, mais à l'époque, on ne savait pas que c'était une synagogue ou qu'importe. On savait juste qu'il y avait des traces, qu'il y avait une présence juive dans la maison parce qu'il y avait ce texte-là. Mais après 20 ans passés, et après, c'est essentiellement après, dans les années, il y a après 98 avec le classement, donc là, Bon, et dans le livre de Eli Scheid, on parle déjà d'un conflit. Tout à fait. Il fait mention d'un conflit, lui par d'un curé, mais bon, les choses étaient là. Et donc après, dans le livre de Frédéric Raphaël et donc là aussi. Et donc du coup, on pensait que la maison n'existait plus. Du coup, après, en faisant le relevé, on a démontré que cette maison, ce conflit-là, c'était cette maison-là. Et c'est vrai qu'il y a encore une quantité de documents est-ce qu'ils traînent dans les archives? Est-ce qu'ils sont bons? Il faudrait voir, pour voir si ce serait intéressant si on pouvait retrouver au moins les courriers de Buxwiller et ces échanges. Peut-être qu'il y a plus d'éléments, peut-être, et aussi voir, là non plus dans la commune, je n'ai pas trouvé, parce que dans la commune, ça devait quand même, il y avait au niveau du maire, des choses comme ça, il y avait des traces sûrement aussi, mais qu'on n'a pas trouvé pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a encore une quantité de documents à découvrir. C'est pour ça que je lance toujours, s'il y a un jeune historien qui veut faire en mémoire, ce serait aussi un regard nouveau. Quand on a un peu la tête dans le guidon, on voit des choses, on ne voit pas d'autres choses, et de refaire complètement les recherches et de se dire, tiens, il y a une étude sociologique qui a été faite, qui était intéressante. Maintenant, il faut voir, je pense qu'au niveau historique, au niveau traces, il y a encore des choses à fouiller. Je crois même qu'il y a un article de Moïse Ginsburger dans la revue Science, Souvenirs et Sciences qui relate aussi le problème de l'histoire de Trenheim. Oui, oui. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a une quantité de Bernard Keller lors d'un colloque de la Société d'histoire Lorraine et Alsace. Il y avait des choses qui ont été produites. Donc, il y a pas mal de documents maintenant. Il faudrait les affiner, il faudrait peut-être fouiller un peu plus loin. Et puis, il y a ce qu'on a. Mais je pense que la première démarche maintenant, si on veut accueillir, c'est quand même de voir comment de préserver vraiment, parce qu'on n'est pas à l'abri que demain, il y a une partie Et ça, on va reprendre le relais avec toi et avec la DRAC, avec l'architecte de patrimoine, etc. On va s'occuper ensemble de tout ça. C'est clair que tant qu'il n'y avait pas de visite, tant qu'il n'y avait pas, ça préservait, ça permettait, mais en même temps, c'est un lieu qui doit rester privé, dans le sens, c'est aussi de le montrer, de l'exploiter, ce lieu unique. Mais en même temps, il faut aussi se donner les garanties au maximum que voilà, donc qu'il n'y ait pas de casse, hein, ça c'est clair. Donc, voilà, c'est un peu les. Si vous avez une question. Moi, j'aurais encore une question. L'adresse, c'est rue des Usines. Oui. Est-ce qu'il y avait des usines dans le coin ou pourquoi ce nom de rue? Oui, surtout que le Porche, c'est dans une impasse, c'est l'impasse des Prés normalement. Il y avait une usine qui était au bout, le Poulcomulaire, et une usine à l'autre bout,
Donc, mais dans la rue, il n'y avait jamais eu d'usine. D'accord. Non, non, et puis ça n'existe plus. Donc, c'est vrai que c'est un peu… C'est un peu étrange. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci. Moi, je voulais encore prendre juste un instant la parole pour dire à M. Kugel que j'avais bien entendu sa demande concernant les journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Donc, on espère bien pouvoir tenir, même peut-être avec des précautions particulières au mois de septembre. Et donc, son idée concernant des explications sur la fête de Soukhot. Donc, je voulais juste vous dire que le mieux, c'est qu'on peut-être on s'appelle après cette conférence Zoom et qu'on voit avec Yoav et peut-être aussi Jean-Pierre, parce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être reprendre aussi du musée de Bouxwiller, comment on pourrait vous aider à présenter la fête de Soukhot. Oui. Absolument. J'ai pas mal d'espace, même protégé. J'ai à peu près, donc même s'il fait mauvais temps, j'ai la capacité. Et pour moi, ça permet aussi comme il y a maximum 10 personnes actuellement, bon peut-être même 15, mais ça permet aussi d'occuper et puis intelligemment les personnes qui sont dans la cour et puis de faire des choses. Pendant qu'on fait visiter les autres, oui, oui, tout à fait. J'ai des panneaux, j'ai une quinzaine de panneaux qui expliquent un peu tout l'historique et puis mais en même temps ça permet d'élargir et puis je trouve que la fête de Soukhot qui est aussi proche, bon il y a la symbolique et puis aussi ça rapproche les chrétiens qui fêtent aussi la fête des récoltes dans cette même période-là, donc il y a des moyens de dialogue, de trouver des liens. Oui, en tout cas, la fête de Soukhot, elle est effectivement juste à cette période-là ou juste après. Et puis, alors, elle a aussi une particularité, c'est qu'elle n'est pas directement transposée par une fête chrétienne, contrairement à Pâques et Pentecôte. Donc, mais on trouve aussi des analogies avec le dimanche des rameaux. Hein, donc, oui. Il y a des choses intéressantes à dire. Oui, bien sûr. Il y a une symbolique très forte. Donc, je me suis dit, c'est vraiment… Claude, oui, je voudrais juste ajouter 2 mots. Nous avons, je ne sais pas si vous les voyez, les 2 livres que nous avions sortis de la Nuée Bleue, où il y a sur la synagogue de Trenheim 3 pages qui sont signées par Bernard Keller. Et il a également mis… Attendez là, on ne vous attend plus. Mais fermez le micro. Il faut activer le micro. Madame Bloch, il faut allumer le micro, s'il vous plaît. Il faut que tu rallumes ton micro, il est éteint. Non, ça… Et Yoav, tu ne peux pas, toi, l'activer. Voilà. J'ai enlevé sur ce, j'ai enlevé la caméra. Démarrer la vidéo. Voilà, donc vous avez les 2 choses. Voilà, 2 documents donc qui sont écrits par Bernard Keller, dont un livre, donc Le judaïsme alsacien, qui a été édité par la Nuée Bleue, qui était suite justement aux Journées européennes de la culture juive, qui avait également montré pour la première fois combien cette synagogue était cachée et était rétablie. Et il y a eu une maquette, je confirme. C'est celle qui est au musée de Bouxwiller, hein? Oui, c'est celle de Bernard Keller. Oui, c'est celle de Bernard Keller. Oui, mais elle est au musée de Bouxwiller, c'est Gilbert qui l'a récupérée. C'est très bien, donc on peut la voir. Elle est en exposition. Merci Claude, merci beaucoup. Okay. Bon Charles, je voulais te remercier énormément. C'était très, très intéressant comme toujours. Et voilà. Merci. Je vous souhaite aussi Shabbat Shalom et on se retrouve lundi avec le patrimoine à 14h. Oui. Voilà, je vous remercie tous. Shabbat Shalom à tous. Merci. Shabbat Shalom à tous. L'occasion de vous croiser de vive voix, de parler un peu, de se rencontrer. Donc, contactez-moi si vous voulez venir. Avec plaisir. Merci beaucoup encore. Au revoir. Shabbat Shalom. Un grand merci.